Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Alors aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le grand honneur de recevoir via Zoom Sandrine Schwartz, à qui je dis avant tout bonjour Sandrine. Bonjour Monique. Alors Sandrine, dois-je rappeler que tu es docteur en histoire des sciences religieuses, enseignante, chercheuse à l'Institut Elie Wiesel, faisant partie d'un groupe de recherche judaïsme contemporain et journaliste culturel. Alors là, j'applaudis des deux mains. Alors aujourd'hui, tu nous arrives avec un très beau livre. Je vais le montrer directement. Fascinant Chouchani. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore qui était Chouchani, Monsieur Chouchani, Hillel Pederman, Mordechai, Miodea. Alors, Sandrine, qui était Alors déjà, Chouchani? oui, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de marque-pages dans l'ouvrage que vous avez présenté, donc c'est que le livre a suscité votre intérêt. Chouchani, en fait, c'est un personnage fascinant. C'était sans doute jusqu'à présent une des énigmes les mieux gardées du XXe siècle, puisque c'était un savant à une échelle qu'on a du mal à imaginer, un savant qui connaissait tout sur tout. Un témoin m'a dit que c'était un peu le Google du XXe siècle. On tapait un mot, on lui posait une question sur une connaissance et il savait tout. Il était aussi bien un savant en savoir sacré qu'en savoir universel, mais qui se cachait derrière ce nom de Chouchani. D'ailleurs, des pseudonymes, il en a eu plusieurs. Il a eu du Chouchné, Chouchana, Chouchani, Ben Chouchan, Mordechai Rosenbaum. Et donc, j'explique dans cet ouvrage qui il était. C'est-à-dire que le point de départ de ma recherche, qui rejoint mes études, mes travaux de recherche, de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé au lendemain de la guerre en France, d'étudier ce renouveau de la pensée juive de langue française qui a été porté par des figures charismatiques, dont le plus célèbre est sans aucun doute Emmanuel Lévinas, mais on peut citer les noms aussi de Manitou, de André Neher et puis d'une femme, Eliane Amadou Lévy-Valency. Et donc ce renouveau de la pensée juive a été porté par plusieurs personnages qui sont méconnus. Le philosophe Jacob Gordin, le philologue Joseph Goldfarstein et ce savant Chouchani. Alors un savant particulier parce que il avait une personnalité tout à fait extraordinaire qui sortait de l'ordinaire. Il était, selon le commun des mortels, un clochard malpropre, qui portait des vêtements toujours les mêmes, qui sentaient mauvais. Enfin, et de son vivant, il a entretenu la légende en racontant des légendes sur ses origines, sur les contrées qu'il a traversées. Et donc, Chouchani était à la fois un personnage fantasque et en même temps ce génie qui finalement, certains pensaient même qu'il aurait pu ne pas exister, mais grâce aux écrits d'Emmanuel Lévinas, grâce aux mentions de Elie Wiesel de ce personnage, grâce à des enseignements de Manitou qui le cite, et grâce à cette enquête, maintenant on sait que Chouchani a vraiment existé et que son vrai nom était Hillel Perelman. Alors, dans cette étude, ce qui est quand même très, très impressionnant, tout ce que tu as pu balayer comme lecture, parce qu'il y a des chapitres entiers. D'ailleurs, en fait, on devrait citer en préambule ce que dit Jérémie en 17,9, rien n'est plus tortueux que le cœur de l'homme, il est souffrant. Qui peut le connaître? Je crois que ça résume vraiment qui était Chouchani. Voilà, ça peut résumer Chouchani, et encore une fois, Chouchani, c'est difficile de le résumer parce que c'était quelqu'un qui était hors du commun. Dans un siècle, on voit très peu de savants de cet acabit, mais en même temps, il est le produit de sa formation et c'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, quand vous dites que j'ai balayé un certain nombre de données, c'était absolument nécessaire. La première partie de cet ouvrage explique en quoi il a joué un rôle important dans le renouveau de la pensée juive par les enseignements qu'il a donnés à Emmanuel Lévinas, qui est le seul à avoir érigé en système la pensée qu'il a reçue de son maître Chouchani. En quoi on connaît aujourd'hui Chouchani par les citations de Elie Wiesel dans ses ouvrages, et en quoi Manitou
Et les passages de Shoushani à l'école d'Orsay permettent ouvrez les guillemets, de citer des citations de Shoushani. Mais tout ce rôle ne se comprend que par un retour sur ses origines. Le fait qu'il soit né, Hillel Perelman, le 9 janvier 1895 à Brisk, à Brest-Litovsk, dans le fief du judaïsme lituanien, et pas n'importe quel judaïsme lituanien, le fief du Rav Brisker, du Rav Soloveitchik, eh bien, explique les origines de sa formation. Ensuite, adolescent, il est rejoint le Rav Kook en Palestine ottomane, c'est-à-dire que nous sommes avant la Première Guerre mondiale, et donc c'est même pas la Palestine britannique au mandataire, c'est la Palestine ottomane, eh bien, explique son sionisme et aussi son penchant pour la Kabbale. Le fait qu'au début de la Première Guerre mondiale, il se soit trouvé aux États-Unis et que des articles de la presse yiddish parlent du génie Hillel Perelman venu de Jérusalem, ça explique aussi une autre de ses formations, de la même façon qu'il a été par la suite à Berlin. Et tous ces itinéraires qu'on peut retrouver grâce à des documents d'archives, eh bien, expliquent les enseignements qu'il a donnés à Paris dans ces années d'après-guerre à la Libération. En fait, ce qui est impressionnant également, c'est que, en récapitulant, c'est un personnage qui n'est pas forcément sympathique. D'ailleurs, certains lui tapent dessus. Enfin, Manitou n'a pas que des mots tendres pour Shoushani, hein, mais il les subjugue tous. Que ce soit Elie Wiesel, que ce soit Emmanuel Levinas, que ce soit Rosenberg, que ce soit Manitou, que ce soit Claude Rivlin, qui a fait le déplacement jusqu'en Uruguay pour le rencontrer, il les subjugue. C'était quelqu'un hors du commun, je le répète, hein, et en fait où on l'aimait ou on ne l'aimait pas. Il était assez clivant, il avait des méthodes pédagogiques absentes pour les maîtres et pour notamment Manitou, hein, qui avait une relation un peu ambiguë, hein, vous le rappelez, avec lui. C'est que pour un ensemble de raisons, déjà parce que Manitou avait déjà rencontré avant Shoushani Jacob Gordin, qui devient son premier maître ashkénaze. Il rencontre par la suite Shoushani. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, les méthodes de pensée de Shoushani, de Gottfarsten et de Gordin se ressemblaient. Donc quand il voit Shoushani, parce que Manitou voulait faire intervenir à l'école d'Orsay, dont il était devenu le directeur, les enseignants les plus prestigieux, eh bien, il avait déjà eu un maître ashkénaze avec ce dialogue du savoir sacré et profane, et c'était Gordin. Et donc, quand Shoushani arrive, on le met en garde. On lui dit attention, il est diabolique. Il va tellement loin dans la déconstruction des textes que ça peut être dangereux pour de jeunes étudiants. Au-delà de ça, donc Manitou garde ça à la tête. Au-delà de ça, il y a ce manque de pédagogie dont je vous parle, puisque Shoushani avait une telle connaissance des choses, il voulait briller. Et donc, il fallait être quelqu'un de très instruit pour pouvoir suivre ses enseignements. Et en même temps, donc pédagogue, pas forcément pour des jeunes qui débutaient leur savoir et leur connaissance. Et puis en même temps, c'était quelqu'un qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une allure un peu étonnante, de clochard, qui s'embarrassait pas des bonnes manières, qui pouvait cracher, qui pouvait se mettre en colère très facilement, qui pouvait secouer par les épaules les étudiants qu'il a fait en face de lui si quelque chose n'était pas compris. Et ça, pour des pédagogues comme Manitou, mais aussi pour André Neher, c'était quelque chose qui était absolument dérangeant. Et donc, dans l'itinéraire de Shoushani, et parmi les gens que j'ai rencontrés qui m'ont livré leur témoignage, il y avait ceux qui ont été absolument subjugués par ses connaissances et qui oubliaient la personnalité qui la mettait de côté. Et ça, le paradigme, c'est évidemment Emmanuel Levinas. Et puis, il y avait ceux pour qui, eh bien, ça les embêtait. Et c'est pour ça que Manitou, André Neher et d'autres vont rompre. Et puis, il y avait ceux aussi dans les maisons d'enfants qui avaient peur de lui, notamment des jeunes femmes qui ne voulaient pas s'en approcher. Donc, Shoushani était un personnage qui entrait dans la légende, pas seulement pour son savoir, parce que son savoir, évidemment, était encyclopédique, mais comme je vous l'ai dit, d'autres savants formés à l'école lituanienne avaient ces connaissances encyclopédiques, mais il est entré dans la légende aussi pour ce côté aventurier, pour ses mauvaises manières, pour le fait qu'il soit un clochard. Tout ça a participé de la fascination pour ce personnage. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, tu rappelles dans ce livre que personne ne l'a vu prier. Et Manitou dit carrément,
il rappelle ce qu'un de ses maîtres, donc en faisant allusion à Shoushani, lui aurait dit. Les Juifs disent qu'ils attendent le Messie. Quel pieux mensonge, c'est lui qui les attend. Oui, mais ça, c'est très joli, mais ça, c'est une parole de Shoushani. Tout à C'est fait. une citation de Shoushani. Alors, il y a des témoignages de personnes qui étaient à l'école d'Orsay, qui étaient des proches de Manitou, Léon Ashkenazi, dont Odette Moïse, et qui raconte, qui dit que ben, quand Shoushani venait à l'école d'Orsay, qui passait le Shabbat, il disait bien qu'il ne fallait pas qu'on le fasse monter à la Torah. Parce que le faire monter à la Torah, ça voulait dire divulguer, dévoiler sa vraie identité, ce que Shoushani ne voulait pas faire. Mais ce qui pose un problème aussi, et ce qui a été une gêne pour Manitou, en homme pieux, en juif pieux, quand il cite des enseignements, il doit savoir d'où il vient, de qui il les tient. Et ne pas connaître la vraie identité de Shoushani était un problème, parce qu'on ne savait pas d'où venaient ces enseignements et comment il avait été formé. En réalité, c'est Elie Wiesel qui a été l'un des premiers à populariser le nom de Shoushani. C'est le premier. Il en parle dans plusieurs de ses livres, il en parle dans ses mémoires. Alors, il en parle sous le nom dans La petite histoire, le juif errant. Il en parle dans au moins 5 de ses livres sous le nom de Shoushani, mais il en parle aussi dans un certain nombre d'autres livres sous une autre identité. En fait, Shoushani, c'est ce personnage fantasque qu'il croisait dans son enfance. Il faut se rappeler que Elie Wiesel grandit à Siget, un petit village des Carpates, où le judaïsme est comme l'air qu'on respire. Toute la population est juive, on pratique le chassidisme Vishnitz, et Elie Wiesel baigne dans cette atmosphère, et cette atmosphère est baignée de fous, de chassid, de toutes ces histoires que lui raconte son grand-père, de vagabonds, de kabbalistes, et Shoushani, de messagers, de juifs errants, et Shoushani incarne toutes les facettes de ces personnalités qui ont fasciné Elie Wiesel quand il était enfant. Elie Wiesel, comme on le sait, est le survivant avec ses 2 sœurs de toute sa famille et de ce judaïsme qui n'existe plus après la Shoah, ce judaïsme hongrois. Et donc, dans les années d'après-guerre, il rencontre ce Shoushani, et ce Shoushani est le lien avec cette enfance édénique, cette enfance idyllique avec laquelle il a rompu. Et donc, Shoushani est un peu une sorte de personne avec laquelle il essaye de s'identifier. Et donc, dans plusieurs de ses ouvrages, tous ces messagers, ces fous, ces génies, ces savants, eh ben, sont ce Shoushani qu'il rencontre dans les années d'après-guerre. Et pourtant, Elie Wiesel avoue que Shoushani, qui est quelqu'un de très grand, l'a presque détruit et qu'il s'est senti en danger. Il y en avait qui vraiment, par exemple, André Neher pensait presque la même chose. Certains disaient, je crois que c'est Manitou qui disait, il était 100% génial et 100% fou. Voilà, c'est Manitou qui a cette grande formule. Neher le rencontre à plusieurs reprises, hein, avant-guerre à Strasbourg, sous l'occupation, mais Neher qui était quelqu'un de bienveillant, avec des midotes, avec une éthique, eh bien, ne se reconnaissait pas dans une pensée de Shoushani, même s'il considérait que c'était un grand savant. Shoushani volait quand il était hébergé chez des gens, il lui arrivait de voler des livres ou voler des tas d'objets. Donc, tout ce manque de manière est bien gêné des personnages comme André Neher. Alors, pour Elie Wiesel, c'est intéressant parce que Elie Wiesel, en fait, est un conteur, et il compte son lien avec Shoushani. Quand on le lit, encore une fois, hein, quand on lit, il faut penser à l'esprit que Elie Wiesel est ce survivant d'un monde qui a disparu, d'un monde où il était très heureux, entouré d'une famille aimante, avec les textes qu'il adorait. Il est resté chassid Vishnitz jusqu'à la fin de ses jours. Donc Shoushani est ce lien. Mais quand il rencontre Shoushani, eh bien, il y a plusieurs versions de cette histoire. Et Elie Wiesel est un conteur. Et donc, à tel point qu'on a même reproché à Elie Wiesel de travestir la réalité, de masquer cette réalité. Quand il dit, par exemple, qu'il s'appelle Mordechai Rosenbaum, eh bien, j'ai la preuve dans ce livre, je l'explique, que j'ai réussi à avoir accès aux archives d'Elie Wiesel, donc qui sont loin des récits fantasmatiques qu'il raconte, des contes, des romans. Et là, on sait, d'après ces archives, je les cite, que Elie Wiesel savait que Shoushani s'appelait Hillel Perelman,
Il a une correspondance avec quelqu'un qui avait rencontré Hilal Perelman quand il était enfant, quand il était parti dans la mouvance du Rav Sonnenberg pour la Palestine ottomane. On sait que par ses correspondances que c'est bien Elie Wiesel qui signe l'épitaphe sur la tombe de Chouchani. Et donc, Elie Wiesel est un peu ambivalent. Donc, il raconte, j'ai pu comparer dans les textes, 3 rencontres différentes de sa première rencontre. Quand on analyse, on fait une analyse de texte mot pour mot, les rencontres changent en fonction des récits qu'il en fait. Donc, il y a 3 premières rencontres de Elie Wiesel, mais ce qu'on sait, c'est que lors de ces premières rencontres, ce personnage à la voix rauque est plutôt cassant, il est agressif verbalement, il se met en colère, il lui parle mal. Et ça, c'est tout le génie de Elie Wiesel de dire, ce maître qui me bouscule, qui me perturbe dans mes certitudes, c'est lui que je choisis pour maître. L'ambivalence, elle est encore là, parce que dans ses ouvrages ultérieurs, dans plusieurs ouvrages, des ouvrages ultérieurs qui racontent la période d'après, ces années d'après-guerre, Chouchani n'est pas à la hauteur de ses premiers maîtres ou de ceux qu'il a retrouvés par la suite aux États-Unis. Mais il reste quand même un personnage marquant dans sa vie et dans son œuvre, mais quelqu'un qui l'a beaucoup inquiété, qui l'a perturbé, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il l'a choisi pour maître. En réalité, on pourrait dire que la grande différence, c'est que Elie Wiesel est resté un hassid dans l'esprit, alors que Chouchani était un mitnaged. Oui, il vient de cette région du monde où on était davantage versé vers l'intellect que vers les contes, que vers la spiritualité. D'ailleurs, un certain nombre alors, spiritualité, on s'entend, hein, c'était des juifs pieux, mais il y a des formules dans l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. Il faut aimer la Torah plus que Dieu, ce genre de formule qui vient de quelqu'un comme Chouchani. Mais malgré tout, il vient d'un endroit du monde inspiré par le Gaon de Vilna, le Rabbi Chaim de Volozhin, où une réconciliation s'était faite entre les 2 branches, entre le judaïsme mitnagdim et le judaïsme chassidique, en opposition avec une 3e voie qui s'ouvrait, c'était la Haskalah, qui là devenait l'ennemi commun. Donc si Chouchani est un lituanien, d'ailleurs, quand Elie Wiesel dit qu'il parlait 30 langues sans accent, c'est faux. Ceux qui parlaient yiddish, et dont Emmanuel Lévinas et d'autres reconnaissaient dans son accent, et même Elie Wiesel reconnaissait dans son accent un accent à couper au couteau qui venait de ces pays-là, que Elie Wiesel a essayé d'imiter, ce judaïsme lituanien. Et donc Chouchani vient de cette région du monde, vient de ce coin-là, et où la réconciliation commençait à se faire entre mitnagdim et chassidim. Et en fait, il y a même un épisode, il y a plusieurs petites histoires qui sont racontées. Le livre est vraiment bravo, Kol HaKavod, il est très bien construit. Et j'ai été très émue par ce passage en zone libre, quand il voyage avec la fille d'un rabbin dont la mère, femme de rabbin, est la seule femme juive résistante en tant que femme de rabbin, et où Chouchani joue celui qui a mal au dos. Il a une valise et la jeune femme qui l'accompagne, donc cette fille de rabbin, lui dit vous inquiétez pas, je vais vous aider. Ils sont arrêtés par des Allemands qui ouvrent la valise. D'abord, dans un premier temps, elle parle très bien allemand, donc elle arrive à passer entre les mailles du filet. Puis l'Allemand fait ouvrir la valise. Des livres en hébreu, elle s'est dit c'est foutu. Et elle a un sursaut. Elle lui dit c'est du grec. Mais en fait, quand on se pose la question, mon Dieu, d'avoir poussé le bouchon jusqu'à lui faire l'avoir tenté de remettre sa vie en question et en jeu, et ça, c'est Chouchani également. Alors c'est ça Chouchani. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent, plusieurs histoires que lui-même a racontées sous l'occupation, il se serait fait passer pour un professeur de mathématiques, qu'il aurait aidé à échapper à la Gestapo. Il se serait fait passer pour un musulman et il aurait, par ses connaissances en arabe coranique et sur les textes en sourate du Coran, ça l'aurait aidé à échapper. Mais on ne connaissait pas cette histoire de la famille du rabbin Feuerwerker qui montre aussi le côté, j'allais dire malicieux, mais c'est même pire que ça, le côté dérangeant de Chouchani, parce qu'il met tout ce groupe en danger, il met cette jeune femme en danger.
Et après, d'ailleurs, quand elle a un aplomb incroyable, hein, parce que heureusement que ce soldat allemand qui l'arrête, eh bien, ne connaît rien en grec et rien en hébreu et qu'il confond les deux. Et elle, comme elle était d'origine, elle était suisse, et bien sur son passeport, elle n'avait pas de tampon juif, donc ça l'a sauvée, elle était claire en plus. Et puis, elle parlait l'allemand couramment en tant que suisse. Et donc ça la sauve. Et Chouchani, après, récupère ses bagages et puis se sauve, s'en va. Sans se retourner. Il a mis tout ce petit groupe en danger. Il avait besoin d'elle pour passer en zone non occupée, mais ça montre voilà, cette personnalité inquiétante hein, de Chouchani. Alors Chouchani, il était tout et son contraire. Certains disaient qu'il était très pieux par ses connaissances des textes de la tradition, d'autres m'ont dit qu'il ne pouvait pas l'être. Alors je raconte cette anecdote de quelqu'un qui vient... je donnais un cours, donc j'en parle, Monsieur Binderfeld, et qui a été un des premiers élèves de l'école Maïmonide quand elle a réouverte après la guerre sous la direction de Marcus Cohn. Chouchani était là parce qu'encore une fois aussi, Marcus Cohn voulait de bons professeurs. Et Marcus Cohn s'arrachait les cheveux parce que Chouchani, sur une table de viande, sortait du beurre de sa célèbre valise où le monde était contenu. Donc, quelqu'un qui est pieux ne va pas mettre du beurre sur une table halavi. Donc certains me disaient qu'il était pieux, d'autres non. Certains me disaient qu'il était très pauvre, d'autres me disaient que non, mais non, il était riche. Il cachait bien son jeu, il prenait beaucoup d'argent quand il donnait des cours, il jouait au jeu, il avait les moyens pour ça. Il était tout et son contraire. Et c'est ça aussi qui fascine dans ce personnage. Et donc ce côté un peu diabolique, eh bien, m'a fait penser, j'ai fait des comparaisons en fait. Comparaison n'est pas raison, hein. Avec certains faux messies, certains faux prophètes, dont il aurait pu être eh bien, soit une réincarnation, en tout cas inspirée, jusqu'à cette revue du Vatican il y a peu de temps qui faisait un article sur Chouchani, et Chouchani était décrit comme un crypto-juif ou un nouveau chrétien. Il allait tellement loin dans ses connaissances, dans ses déconstructions, qu'il pouvait être tout ça. Il aurait même pu être un converti. Il aurait pu être au-delà de ça. Hein. Il aurait pu être aussi un adepte de théories bouddhistes par ses connaissances du sanskrit, comme le philosophe Oscar Goldberg, qu'il a sans doute rencontré à Berlin. Donc voilà, Chouchani était le mélange de tous ces apports. Sandrine, on pourrait poursuivre très longtemps, mais le temps qui nous est imparti passe très vite. Et pourtant, il y aura sûrement une suite avec les cahiers encore indéchiffrés de Chouchani et Elie Wiesel, qui, sur la fin de sa vie malade, est arrivé petit à petit à la poésie, a bien dit que, en fait, quelque part, sa vérité va être révélée, puisque ce livre n'est pas encore publié. La vérité sur Monsieur Chouchani sera probablement révélée dans la poésie d'Elie Wiesel. Est-ce que tu le penses? Alors, encore une fois, Elie Wiesel était un conteur. Il racontait, il disait qu'il allait révéler toute cette vérité. Toute cette vérité, est-ce que c'était en fait un coup d'éclat pour donner envie de s'intéresser peut-être à lui, Elie Wiesel, qui s'identifiait à Chouchani, ou peut-être est-ce que vraiment ce livre s'écrivait? J'ai essayé d'en savoir plus avec Marion Wiesel, je n'ai pas eu la réponse. Moi, ce que je pense, c'est que cette vérité, maintenant, elle était dans ces archives d'Elie Wiesel auxquelles j'ai pu avoir accès. Cette vérité, on peut la dire. Voilà. Elie Wiesel savait que Chouchani s'appelait Hillel Perelman. Il savait de quelle partie du monde il venait, quelle avait été sa formation. Ses cahiers, il en avait eu accès, puisque quand Chouchani est décédé, eh bien, un grand nombre de cahiers ont été envoyés. Alors, Shalom Rosenberg en a gardé quelques-uns qui sont aujourd'hui à la bibliothèque nationale d'Israël en consultation. D'autres ont été envoyés à Paris que j'ai pu consulter. Ces cahiers, ça fait 5 ans que j'ai pu les voir. Alors au début, on m'en avait montré que 3-4 et finalement, j'ai eu accès à toutes les photocopies des cahiers, c'était une cinquantaine. Et finalement, est-ce qu'il y a une révélation, une vérité, une révolution dans ces cahiers? Tous ceux qui ont vu ces cahiers n'ont pas trouvé, à la manière d'un Gaon de Vilna ou d'un Rauf Brisker, que Chouchani aurait pu introduire une révélation de sa pensée. En tout cas, ma thèse est de dire que quand on voit ces cahiers, on voit toutes les langues qu'il pratiquait, qu'il était polyglotte à une échelle importante. On voit tous les domaines des sciences auxquels il s'intéressait. Il y a des dessins d'optique, d'astronomie, d'électricité. Que le savoir sacré, que les textes de la tradition juive qu'il connaissait par cœur et les commentaires des commentaires n'étaient pas ses seuls domaines
qu'il est l'intéressé. Il y avait aussi les sciences. Et en fait, c'est Chouchani, qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre simplement qu'il était le Léonard de Vinci du XXe siècle et que il s'intéressait à des tas de domaines de la pensée, qu'il avait une curiosité insatiable. Alors, est-ce qu'il a laissé des secrets dans ses cahiers? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Chouchani, qui venait d'une famille très pauvre, n'avait pas de cahier, il était obligé de tout apprendre par cœur. Quand il a pu avoir de l'argent et avoir ses cahiers, eh bien, il a rempli des pages, euh, en quelque sorte pour combler une enfance qui n'était pas une enfance, hein, puisque c'était une enfance où son intelligence était mise en avant, où son père, quelque part, eh bien, devait l'exhiber pour avoir des fonds, pour avoir de l'argent. Donc, il est passé à côté de cette enfance. Avoir des cahiers, pour lui, c'était quelque chose d'incroyable. C'était renouer avec une enfance perdue. Et de la même manière que nous, quand on a des cahiers, eh bien, on note avec des abréviations. Chouchani note avec ses abréviations. Et donc, il remplit des pages qui ne sont pas destinées à un lecteur, qui sont destinées à lui et combler un manque qu'il a eu dans l'enfance. Donc, est-ce que ces cahiers révéleront des vérités cachées? On voit qu'il y a des petits enseignements qu'on voit de Chouchani. Mais de là à imaginer, parce que beaucoup de gens, finalement, beaucoup de gens, quelques personnes s'y sont penchées sans avoir pu déceler une révolution incroyable, eh bien, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut trouver dans ces cahiers. Il faut trouver le fait que Chouchani était un génie qui s'intéressait à des domaines extrêmement larges de la pensée humaine. Pour conclure, on va citer Elie Wiesel qui disait « Chouchani, c'était le rêve ». C'est exactement ça. Chouchani a fait rêver et le mot qui pourrait résumer Chouchani, eh bien, c'est rêve. Merci Sandrine. Je rappelle, Fascinant Chouchani aux éditions Hermann par Sandrine Zwart. Merci et à très bientôt. Merci Monique, à bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle et Voix plurielle.